Salut, moi c'est Droopix et la science c'est toute ma vie. Salut, moi c'est JB et j'aime pas trop les lunettes, les blouses et les petits doctorats. C'est dommage que ce soit pas ton délire, parce que demain tu pourras remplacer chacun de tes organes défectués par des nouveaux organes neufs, tout beaux et encore tout glisseurs. Comme mon foie? Ouais. Sérieux? Exactement mec, je te jure. Bah du coup je pense que j'ai quelques petites questions à te poser. Déjà je voulais savoir si je pouvais me faire greffer un troisième bras, ça m'aurait fait kiffer. Est-ce que je pourrais devenir immortel? Et vu que je m'aime énormément, est-ce qu'on pourrait me cloner en plusieurs fois? Ça a titillé ta curiosité tout ça, hein. Bah dis-toi que ce sera bientôt peut-être possible grâce aux cellules souches. What? Ouais, alors t'inquiète, si tu sais pas ce que c'est les cellules souches, on va te l'expliquer d'ici peu et tu vas avoir toutes les réponses à tes questions et bien plus encore. Parce que ce soir, on a la chance de recevoir Xavier Nissan, qui est chercheur au laboratoire ISTEM et vous pouvez l'applaudir. Salut Xavier. Xavier, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Tu crées, toi, et tu manipules des cellules souches dans ton laboratoire, si je me trompe pas, et tu essayes de guérir, ou plutôt de comprendre une maladie en particulier qui est la progéria. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette maladie? La progéria, c'est une maladie génétique qui fait que chaque année, le corps vieillit de 10 ans. Et qu'à l'âge de 10 ans, les patients ont le corps d'une personne de 100 ans. Et nous, au laboratoire, on essaie de comprendre et de traiter cette maladie. Donc c'est un peu comme le film avec Brad Pitt, Benjamin Button. C'est exactement comme l'histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt, où on essaye de... où dans ce film-là, il naît avec le corps d'une personne âgée et puis on le voit rajeunir. Les patients atteints de progéria, c'est leur quotidien. Ils sont nés avec un corps de personne âgée. Nous, on essaye de ralentir ce vieillissement. Ok, très bien. De toute façon, on aura le temps de parler de tout ça dans l'émission. On verra aussi que tes recherches dépendent d'un financement très particulier puisque c'est celui du Téléthon. On peut dire en gros que le 3637, c'est un peu la hotline de la recherche scientifique aussi. Termine tranquillement ton verre, on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Et puis aussi, juste histoire de ralentir un petit peu, parce que moi la science ça me chauffe un peu trop, on va recevoir aussi Tima et Fred. Tima et Fred, c'est un petit duo qui nous font de la soul acoustique. Et Tima, Fred, ça vous va ou pas? Vous pouvez les applaudir aussi. Hein. Ouais, carrément. Merci. Allez, c'est parti, on va parler turfu. Cellules souches et Téléthon, le tout sur du bon petit son. Bienvenue à toutes et à tous, Rhythm & Science volume 3. C'est parti, générique. C'est prêt, mon JB? On va essayer de les mettre bien ce soir. Hein. On va essayer de les mettre bien les potes. J'ai découvert que du bon son, c'est Rhythm & Science. Promis, je te ferai pas la leçon dans Rhythm & Science. Je sais que t'as pas l'habitude, donc je vais te prévenir. On peut parler de science et en même temps divertir. Découvert que du bon son, c'est Rhythm & Science. Promis, je te ferai pas la leçon dans Rhythm & Science. J'espère que t'es à l'aise car on va papoter. Et tu verras que la science, ça fait bien s'occuper. Dans Rhythm & Science, oh, c'est Rhythm & Science. Dans Rhythm & Science, oh, c'est Rhythm & Science. C'est Rhythm & Science, c'est Rhythm & Science, c'est Rhythm & Science, c'est Rhythm & Science. Bienvenue à toutes et à tous à Rhythm & Science, volume 3. Allez, on va vraiment démarrer l'émission maintenant. Xavier, est-ce que tu peux venir avec nous nous parler du monde fascinant et merveilleux des cellules souches? Et on peut l'applaudir à nouveau, s'il vous plaît. Bon bah, vous êtes sympas les gars, les grosses têtes, je devrais dire. Moi je vais vous laisser parler entre petits scientifiques, moi ça me regarde pas tellement. Donc je vous laisse là, mais je vais quand même vous surveiller un petit peu d'un coin de l'œil parce que j'ai peut-être des trucs à apprendre. Allez, à plus tard. Allez, on se retrouve tout à l'heure, mon Jib. Alors Xavier, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Avant de parler de cellules souches, j'ai quand même une question assez précise pour toi qui me brûle les lèvres depuis le début. La banque d'organes sur mesure, celle que j'ai promis à JB, celle qui permettrait de remplacer les organes qui partent en live, est-ce qu'elle existe déjà? Malheureusement pour toi, elle n'existe pas encore, mais on y travaille. On essaye au laboratoire de produire, grâce aux cellules souches, des tissus qui vont nous permettre de créer des banques. Et avec ces banques, on va essayer de pouvoir greffer des cellules au plus grand nombre pour essayer de les guérir de leur maladie. Mais alors du coup, elle va être prête quand, cette banque d'organes? On espère le plus rapidement possible. On y travaille en tout cas. L'objectif, c'est que d'ici 5, 10, 15 ans, on puisse comme ça préparer des banques de tissus et les donner à disposition du chirurgien pour que, un jour, si quelqu'un nécessite une greffe de peau, on puisse récupérer de la peau, la bonne peau, la peau qui lui sera compatible pour pouvoir lui greffer et le soigner. C'est l'objectif. Donc en gros, c'est pas pour demain, mais c'est pour après-demain. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que c'est un peu quand même le thème de la soirée, ce qu'est exactement une cellule souche? Écoute, tu sais que ton corps est constitué de milliards de cellules. Okay. Tu as des neurones, tu as des cellules cardiaques, tu as de la peau, tu as des cheveux. Tu le sais aussi, dans ton organisme, lorsque tu te griffes, tu cicatrises. Et si tu cicatrises, c'est parce que tu as dans ta peau des cellules souches. Dans tous tes tissus, tu vas avoir des cellules souches comme ça qui vont être capables de régénérer tes organes tout au long de ta vie. Tu sais que le foie, par exemple, c'est un organe qui se régénère beaucoup. Le cerveau, un peu moins. Il y a des cellules souches comme ça, qu'on appelle des cellules souches adultes,
qui vont comme ça pouvoir reconstituer tes tissus toute ta vie. Dans le développement, il y a des cellules souches très particulières qui sont capables de donner toutes les cellules du corps. C'est un peu comme le couteau suisse de la cellule. Une sorte de caméléon des cellules. C'est exactement ça. Devenir n'importe quel type de cellule, quoi. Exactement. Cette cellule souche-là, elle est, immortelle, c'est-à-dire qu'on peut la produire en quantité illimitée dans nos laboratoires de recherche, et 2, lorsqu'on décide de la spécialiser, elle peut devenir une cellule cardiaque, une cellule de la peau, un neurone, une cellule de la rétine. Ça, c'est des recettes qu'on a appris à maîtriser dans nos laboratoires. On sait le faire. On sait fabriquer un certain nombre de choses. Et comme ça, on peut essayer d'abord de comprendre les maladies pour essayer de savoir pourquoi dans telle ou telle maladie, les neurones vont mourir. Et on peut ensuite essayer de remplacer les cellules lorsque les patients nécessitent une greffe. C'est ce qu'on essaye de faire avec ces cellules souches qui proviennent d'embryons. Donc la cellule souche, c'est un peu la cellule parfaite, quoi, la cellule de rêve qui peut un peu remplacer tout ce qu'on veut, qui peut remplacer n'importe quel type de cellule une fois qu'on la transforme dans la bonne cellule. C'est un peu comme de la cuisine. Lorsque tu cuisines, tu vas essayer de mettre un peu plus de sel, un peu plus de poivre, et puis à la fin, tu vas essayer de voir si c'est meilleur. Et ben, c'est exactement ce qu'on fait dans nos laboratoires. On va essayer d'adapter, on va essayer de faire la recette pour essayer de faire que cette cellule souche, si un jour je travaille sur une maladie du muscle, on pourra la transformer en cellule du muscle. Et comme ça, on pourra essayer de comprendre pourquoi, par exemple, chez un patient qui a une myopathie, ce muscle-là ne fonctionne pas bien. Donc en gros, tu prends une cellule souche, tu la mets dans les bonnes conditions. C'est ça. Et derrière, ça permet de la transformer en cellule du cerveau, cellule des cheveux, cellule du genou, n'importe quoi. En fait, dans le corps, tu as à peu près 200-250 types de cellules différents. Ok. Bon, au laboratoire, nous, on sait très bien en faire à peu près une dizaine. Dans le monde, il y a différents laboratoires qui savent en faire à peu près une cinquantaine. Donc on n'est pas encore capable de tout faire, mais on est capable de faire un certain nombre de choses. Justement, tu parlais de ton labo. Mon petit JB, est-ce que ça te dirait de voir à quoi ressemble le labo de Xavier? Bah ouais, ce que j'aimerais voir, dans quelles conditions sera fabriqué mon troisième bras. Ouais, t'as bien raison. Justement, Xavier, là, on va diffuser des images de ton laboratoire. Est-ce que tu peux nous faire une visite guidée en quelque sorte en 5 minutes chrono? Déjà, mon laboratoire, il a été créé par l'AFM Téléthon pour trouver des traitements aux maladies génétiques. Et ça a été, donc on est basé à Évry, juste à côté du bâtiment, vous voyez, il y a Hyposcasie. Hyposcasie, c'est une usine qui va permettre de produire les produits de thérapie génique et de thérapie cellulaire. Et donc à ISTEM, notre objectif, c'est de produire des cellules souches pour essayer de trouver des traitements aux maladies génétiques. Donc là, vous voyez, par exemple, le technicien qui est en train de travailler, il va essayer de comprendre pourquoi une cellule souche ne fonctionne pas bien lorsqu'elle est issue d'un malade qui est atteint d'une maladie génétique. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, une fois qu'on a compris pourquoi la cellule souche ne fonctionne pas bien, on va essayer de la traiter. Et pour la traiter, on va tester des médicaments et on va essayer de voir si ce médicament va permettre à cette cellule souche d'aller mieux, à ce patient ensuite d'être guéri. C'est ça notre objectif. Et pour y arriver, on a dû acheter un certain nombre de machines, de robots, parce que tester ces médicaments, ça coûte très cher, ça permet de trouver des médicaments, mais vous voyez par exemple... Ouais, elle m'avait fait scotcher cette machine. Cette machine, la verte et orange, là, qui est un peu funky, comme tu disais au moment de ta visite, elle permet d'analyser les marqueurs qui sont présents sur nos cellules pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Chacune des machines que vous voyez là va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est du matériel qui coûte extrêmement cher, qui est du matériel de très haute pointe, et c'est ce qui va nous permettre de tester l'efficacité de nos drogues. Et la grande machine que vous allez voir juste après, qui va aller à toute vitesse, c'est ce qu'on appelle un robot de criblage. Donc sur cette machine, on va tester des millions et des millions de candidats médicaments et on va essayer de voir comment et lequel de ces médicaments va soigner la maladie génétique. Donc en gros, pour bien comprendre, il va y avoir plein de cellules. Exactement. Vous allez mettre différents médocs dessus. Et c'est ça. Vous allez observer l'effet des médocs sur les cellules et en fonction, vous pourrez dire le médoc fonctionne ou le médoc ne fonctionne pas. C'est exactement ça. Et l'objectif ensuite, c'est de pouvoir tester ça chez un malade pour pouvoir le soigner. Là, vous voyez, là, mes collègues qui sont là manipulent les cellules souches dans une espèce de hotte. C'est un peu comme si on devait protéger les cellules de l'environnement extérieur pour éviter qu'elles ne se contaminent. Et donc, en fait, on va essayer de les protéger au maximum et on va les faire proliférer, on va les faire pousser dans un espèce d'incubateur à 37 degrés, un peu comme si elles étaient dans le corps humain. On va essayer de les mettre dans les meilleures conditions, on va les chouchouter. On leur met même de la musique pour que tout se passe bien. Et on va essayer comme ça de s'en occuper pour les spécialiser lorsqu'on voudra le faire. Là, mes collègues que vous voyez là, par exemple, c'est l'équipe qui fabrique de la rétine à partir de cellules souches.
et qui a comme objectif d'essayer de réparer des rétines chez des patients qui souffrent de problèmes de la vision. Et donc ça, c'est une partie de notre activité. Et l'autre partie de notre activité, c'est de tester des médicaments. Et ça, on a pu le faire au laboratoire uniquement grâce à l'investissement du Téléthon. C'est le Téléthon qui a acheté cette machine-là. Elle coûte combien cette machine? Cette machine avec un bras qui bouge à toute vitesse, elle coûte plus d'1 million d'euros. Et cette machine-là, ce n'est pas une machine extraordinaire. Dans l'industrie pharmaceutique, on en voit plein. Sauf que pour travailler sur des maladies génétiques, il n'y en avait pas. Et des maladies rares, il n'y en avait pas. Et du coup, l'AFM, le Téléthon, a acheté cette machine. Et aujourd'hui, au laboratoire, on est capable de tester des milliers de médicaments grâce à cet appareil. Et vous voyez là, les petits cônes et les petites boîtes que vous voyez là, il y a des centaines et des centaines de puits. Et c'est un liquide. Dans le liquide, il va y avoir le médicament. Et on va mettre le médicament sur nos cellules pour essayer de voir si, par exemple, si on travaille sur une maladie qui touche les neurones, pour essayer de voir s'il y a un médicament parmi les milliers qui sont là qui va permettre d'empêcher la mort des neurones chez ce patient. Donc en gros, cette machine, elle permet de tester tout un tas de molécules dans plein de petits puits sans intervention humaine, parce que du coup, tout est automatique. C'est hyper speed, parce que c'est fait par un robot. Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires publics qui ont accès à ce genre de machine? Non. Alors, il y a très peu de laboratoires qui ont accès à ce genre de machine parce que ça coûte extrêmement cher. Et quand ils ont accès à ce genre de machine, c'est généralement en collaboration avec un laboratoire industriel. C'est votre cas? Alors, on travaille avec des laboratoires industriels, nous aussi, et on essaye de développer ces stratégies. Alors là, vous voyez, il y a un deuxième robot qui est en train de marcher. Lui aussi, c'est un bras qui va cette fois-ci faire le même travail que mes collègues que vous avez vus dans la vidéo, mais complètement automatisé. Il va amplifier les cellules souches. Et là, pareil, ce robot, il coûte aussi 1 million d'euros. Mais c'était le seul moyen de pouvoir produire suffisamment de cellules. Tu parlais tout à l'heure de greffe d'organes et de greffe de peau et de banque de cellules. Et le seul moyen qu'on va avoir de produire suffisamment de cellules pour traiter tout le monde, ça va être de devoir utiliser des robots. Et donc, on a acheté cette machine qui nous permet de le faire à toute vitesse et de le faire le soir, le week-end, la nuit, tout le temps. Et on est capable comme ça de produire des neurones, des cellules cardiaques, des cellules de la peau. Et l'objectif, c'est ensuite de pouvoir traiter des malades. Ces deux dernières machines là qu'on vient de voir qui font que vous êtes un peu à la pointe de la recherche mondiale, on peut dire, sur les cellules souches? En fait, exactement. Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on fait des conférences internationales, il y a même parfois des gens qui utilisent nos vidéos pour montrer à quel point la recherche sur les cellules souches avance. Parce qu'effectivement, on a développé des choses. Alors, on était un petit peu en retard par rapport aux autres pays. Et en réalité, on a largement rattrapé notre retard et on a même pris un coup d'avance. Ok, d'accord. Donc vous faites partie de ces quelques labos qui sont à la pointe du domaine, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, on est en France, les gars. Cocorico, c'est chez nous. D'accord, ok. Ça fait combien de temps qu'on sait produire des cellules souches que du coup, moi je peux me dire, je sais pas, ça fait 5 ans, 10 ans, c'est super vieux ou c'est récent? Alors on sait, les cellules souches, on les a découvertes à la fin des années 90, donc c'est pas quelque chose de nouveau. En France, on a eu le droit de travailler dessus en 2005, 2004. Ouais, on parlera dans la dernière partie d'émission des régulations et tout, justement. D'ailleurs, on a été le premier laboratoire en France à avoir l'autorisation de travailler sur ces cellules souches-là. Ok. Et on a réussi par exemple, la méthode pour produire de la peau, c'est quelque chose que l'équipe dans laquelle j'étais à l'époque où j'étais en thèse de doctorat, comme toi, on l'a découvert cette méthode-là en 2009. D'accord, donc c'est assez récent. C'est assez récent et ce qu'il faut noter, et c'est souvent difficile à appréhender parce que lorsque tu parles avec des gens qui sont malades ou qui ont besoin d'un traitement tout de suite, c'est que le temps des malades et le temps des chercheurs, c'est pas exactement le même. Et entre le moment où on fait une découverte dans un laboratoire de recherche et le moment où le malade peut en bénéficier, il se passe en général 10 ans, 15 ans. Et alors on peut essayer de compresser ce temps-là, mais c'est difficile. Et donc on espère pouvoir, tu vois par exemple l'essai clinique qui va permettre de dire si la peau qu'on a produite dans notre laboratoire peut soigner des gens. Donc essai clinique, pour resituer le truc, c'est le fait de faire des expériences, mais chez l'homme, où là on va vraiment tester ce qui se passe d'un point de vue concret, quoi. Exactement. Et ça, on le fera que dans les 1 ou 2 prochaines années. Il va falloir ensuite plusieurs années pour montrer que c'est efficace, que ça permet de soigner les gens. Et ça va être un processus qui est très long. Donc en gros, il y a le temps de la découverte, le temps d'être sûr que la découverte fonctionne bien chez l'homme, et puis le temps que ce soit validé pour que ça puisse être utilisé, quoi. C'est ça. D'accord. Mais alors, on est loin d'être les seuls à travailler sur ce sujet. Tu vois, par exemple, il n'y a pas que ISTEM en France. Il y a eu un super travail qui a été fait par le professeur Ménaché à l'hôpital Georges Pompidou. Ouais. Ce type-là, il est absolument génial. Il a réussi à fabriquer des cellules cardiaques à partir des mêmes cellules souches que nous. Okay. Et il a réussi à les greffer
dans le cœur de 2 personnes qui avaient fait des crises cardiaques. D'accord, ok. Et tu vois, ça aussi, c'est un travail qui avait été financé par le Téléthon. Et ce n'est pas du tout des maladies génétiques. Les crises cardiaques, ça peut arriver à tout le monde. Et ben, c'est le professeur Ménaché qui a réussi à démontrer, qui a fait une première mondiale. Et ça aussi, c'est en France, en greffant ces cellules souches à l'intérieur du cœur de quelqu'un. Ok. Alors, mon petit JB, on a essayé de voir dans cette première partie ce qu'était assez concrètement une cellule souche. Est-ce que tu as une petite question? Bah, sur les cellules souches, pas tellement en fait, parce que là, on nous a montré aussi tout l'investissement qui avait été mis en place pour payer des machines qui coûtaient extrêmement cher. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que le Téléthon, ça existe aussi dans d'autres pays? Alors, le Téléthon, ça, à la base, ça a été fait aux États-Unis pour la première fois. Et le Téléthon français a été importé des États-Unis. Mais il n'y a aucun autre Téléthon qui est à la mesure du Téléthon français. Le Téléthon français finance des laboratoires de recherche. Ils ont même créé des laboratoires de recherche. Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça ne suffisait pas de payer des chercheurs à faire du travail, à faire des recherches. Il fallait eux-mêmes maîtriser, il fallait qu'eux-mêmes puissent maîtriser la recherche. Et ils ont créé le Généthon. Et tu vois, ça, c'est unique au monde, d'avoir une association de patients et de parents de patients qui sont capables à coups de millions, évidemment, qui viennent de la générosité publique. Donc c'est aussi le succès des Français d'avoir un Téléthon comme ça en France, de pouvoir financer des travaux de recherche et trouver des traitements aux maladies génétiques, parce que c'est ça qui, à la base, était l'objectif. Mais au final, tu l'as bien vu, c'est l'infarctus du myocarde, c'est les personnes qui ont des brûlures. Ça peut être tout le monde qui va en bénéficier. Ok, très bien. Ok, bah super. Je commence à comprendre quelque chose et en plus, ça m'intéresse. Hallucinant, hein. Du coup, j'aurais voulu savoir qui a une question dans le public. Parce que quand même, il n'y a pas que moi qui ai des questions stupides à poser ou pas stupides. Il faut avoir peur de rien. Ici, on est entre potes. Qui a une question à poser ici? Par curiosité, on va juste faire un petit sondage avant. Qui a capté ce qu'est une cellule souche? On a un peu de... Est-ce que tu pourrais quand même réexpliquer vite fait c'est quoi une cellule souche? Une cellule souche, c'est une cellule qui est capable d'abord de se multiplier à l'infini et ensuite de se spécialiser pour pouvoir devenir ensuite des cellules de la rétine, des cellules du cerveau ou des cellules du cœur. Donc c'est ce qu'on appelait le caméléon ou le couteau suisse des cellules. C'est ce qui va permettre de régénérer des tissus, de pouvoir ensuite traiter des malades. Vous vous souvenez de la série Le Caméléon? Le mec là qui pouvait faire n'importe quel taf? Eh ben c'est le même principe avec la cellule. Vous avez une cellule souche, vous lui mettez le sel et le poivre, comme disait Xavier tout à l'heure, nécessaire, et elle va pouvoir faire n'importe quel taf. Le taf d'une cellule de cœur, le taf d'une cellule de cerveau, le taf d'une cellule d'œil. Bienvenue dans le monde des cellules souches. Question. Bah ouais, on va passer du caméléon à Camille qui avait une question à poser. Enchanté Camille. Enchantée. C'était pour savoir, les cellules souches sur lesquelles vous travaillez, elles sont humaines ou animales? Alors nous, on travaille sur des cellules souches humaines parce que notre objectif, c'est de traiter des personnes humaines et donc on travaille majoritairement sur des cellules souches humaines. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait sur des cellules souches qui provenaient d'embryons, mais il n'y a pas que celles-là. Il y a la méthode de la reprogrammation et là aussi, c'est encore sur des cellules humaines. Où là, l'objectif, ça va être de prendre par exemple une de tes cellules, de la reprogrammer pour pouvoir ensuite, si un jour tu as besoin d'une greffe de quelque chose, pouvoir produire immédiatement le tissu dont tu as besoin. Mais c'est sur des dons ou c'est éthique? Alors, ces cellules souches qui proviennent d'embryons, elles viennent de ce qu'on appelle la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Tu sais, lorsque des gens ont besoin il y a des personnes qui ont des maladies génétiques dans leur famille et qui veulent être sûrs que l'enfant qu'ils vont avoir n'aura pas la maladie. Ils vont faire ce qu'on appelle une fécondation in vitro et au cours de ce processus, on va mettre de côté les embryons qui ne sont pas malades, on va les implanter chez la maman pour qu'elle puisse avoir son enfant normal et les autres qui sont atteints d'une maladie génétique, porteurs d'une mutation génétique, ils vont être détruits ou donnés à la science parce qu'ils ne font pas l'objet d'une volonté parentale. Donc c'est sur ces cellules-là. Alors nous, on ne fait pas ça au laboratoire. Nous, on récupère ces cellules-là qui ont été produites par d'autres laboratoires et on essaye d'en faire bon usage. En fait, il y a quelques semaines, les médias parlaient d'un enfant syrien qui a été, dont 81% de la peau a été greffée à partir de ces cellules souches. Par rapport au rejet quand on a une greffe, donc par exemple là, cet enfant, il a bénéficié de greffes faites à partir de ses propres cellules souches. Mais si par exemple vous créez de la peau pour des grands brûlés, par exemple, alors, quel est le problème de rejet qui peut... C'est une super question que tu poses et j'aurais même dû le préciser. Tu vois, j'ai mal fait mon boulot. En fait, les cellules souches embryonnaires, on pense, et ça a été déjà plus ou moins démontré par d'autres laboratoires, qu'elles sont capables d'être un peu préservées du système immunitaire. C'est un peu comme si elles étaient un peu invisibles. Intraçables, quoi. Voilà, un peu. Mais donc, en réalité,
on ne le sait pas encore complètement. Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à présent, les patients qui ont été greffés ne les ont pas rejetés. Donc, quelque part, ça valide un petit peu la stratégie. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'il y a les cellules reprogrammées qui existent. Parce que maintenant, du coup, quelqu'un qui a besoin, par exemple, qui a une maladie de Parkinson, on va pouvoir prendre un prélèvement de sang, fabriquer des cellules souches et à partir de son propre sang et fabriquer les neurones qu'il faut, les neurones qui vont bien pour pouvoir le transplanter et soigner sa maladie. Et ça, on n'est pas très très loin parce que ça ressemble un peu à de la science-fiction, mais on a appris, et ça n'a pas été publié, qu'à New York, il y a un premier patient atteint de la maladie de Parkinson qui a été greffé comme ça. Donc tu vois, donc, en gros, ils lui ont juste pris des cellules, ils lui ont pris des cellules graisseuses. Ils lui ont pris des cellules de son sang, Des cellules de ils les son ont sang. reprogrammées. Ok. Les cellules reprogrammées qui sont devenues des cellules souches, il les a transformées, le chercheur les a transformées en neurones dopaminergiques, ce sont les neurones qui ne fonctionnent pas dans cette maladie. En neurones et paf, ils lui les ont remis. Et paf, ils les ont remis dans son cerveau pour essayer de le soigner. Et il y a un autre chercheur au Japon qui a refait la même chose, mais pour le traitement d'une dégénérescence de la rétine liée à l'âge. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que pareil, il a pris des cellules, il les a transformées en cellules souches, il les a transformées ensuite en cellules qu'il faut pour soigner sa maladie. Donc c'est un épithélium de la rétine, des cellules qui se trouvent à l'intérieur de l'œil, et il les a transplantées chez la patiente pour essayer de la soigner. Donc tu vois, c'est en train de se faire tout ça. C'est très nouveau. Tout ça, ça a quelques mois, pas plus, et il faudra des années pour essayer de voir si ça fonctionne. Donc là, rendez-vous bien compte. Hein. En gros, ce que Xavier est en train de nous expliquer, c'est que sur chacun d'entre vous, là, on peut juste venir choper un peu de votre sang, derrière reprogrammer tout ça en cellules souches, et vous aurez qu'à demander, bah moi j'aimerais bien des neurones parce que je suis un peu teubé, j'aimerais bien des cellules du foie parce que je tease un peu trop, et paf, on vous fera des cellules sur mesure. Regarde, je vais te faire rêver, je vais même te raconter la version 2.0 de cette histoire. Allez, vas-y. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas si tu sais, dans le système sanguin par exemple, il y a des gens qui sont donneurs universels de sang. Ouais, vous l'avez ça, Eh ben, la fameuse carte et toi, tu peux voilà. te faire de toi. Ouais, ben, je suis donneur eh ben, universel. Merci beaucoup. Au niveau du système immunitaire, lorsqu'on parle de rejet, il y a des gens qui sont aussi donneurs universels. Mais c'est beaucoup plus rare. C'est une personne sur plusieurs millions. Alors évidemment, on ne va pas dépouiller cette personne de tous ses organes pour soigner tout le monde. Ben, Par contre, ce qu'on peut faire, c'est trouver cette personne qui est donneur universel, fabriquer des cellules souches à partir de son sang il est filé à tout le monde après. et faire des banques de tissus qui vont permettre de soigner tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, dans le monde entier, il y a des gens qui travaillent dessus. Et pendant que les gens étaient en train de réfléchir à ça et étaient en train de le mettre en place, il y a la version 3.0 qui est sortie. Alors c'est quoi la version Et là, 3.0 et là, ils se sont dit, ben, on peut peut-être même aller encore plus loin, on peut fabriquer la lignée qui va correspondre à tout le monde de manière transgénique, de manière un petit peu modifiée. Donc en gros, la cellule souche vraiment parfaite qui s'adapterait à n'importe qui du public là. C'est ça. Et en fait, ça, c'est ce qu'ils appellent la cellule fantôme, pour essayer de la rendre complètement invisible et pour qu'avec une seule lignée, on puisse traiter tout le monde. Et là, on pourrait vraiment faire ce dont tu parlais au début, la banque de tissus qui permettrait de soigner tout le monde. Et ça c'est encore à l'étape de projet, on est en train d'y réfléchir. Il y a plein de laboratoires qui sont à travers le monde intéressés par ça, et ça devrait probablement être étudié, en tout cas réalisé, dans les 2-3 prochaines années. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir accueillir enfin Tima et Fred. Allez, une petite pause Histoire musicale. d'avoir une petite chanson. Allez-y. Sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things like what you're doing. In my head I paint a picture. Since I've come home and my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you go on over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Did you have to go to jail? Put your house on up for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch your time. I hope you'll find the right man who'll fix it
body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Yeah. Why don't you come on over, Valerie? Sometimes I go out by myself and I look across the water. Oh, and I think of all the things I've watched you doing. In my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Why don't you come on over, Valerie? On peut les applaudir. Merci beaucoup, merci Tima et Fred. On est de retour du coup dans Rhythm & Chance, volume 3, spécial cellules souches et Téléthon. Nous, on connaît les médicaments, on connaît les opérations pour guérir les gens. Quelles nouvelles thérapies vont permettre les cellules souches? Les cellules souches, ça permet plein de choses. On a parlé tout à l'heure de cet enfant qui avait une épidermolyse bulleuse, une maladie de la peau qui se décollait. Tu vois, typiquement, c'est grâce aux cellules souches qu'on a réussi à soigner cet enfant par ce qu'on appelle de la thérapie cellulaire. C'est un peu comme du Lego. Tu connais le jeu des Lego? Ouais, grave. Bon, lorsqu'il manque une pièce, dans ta boîte, là, tu vas aller chercher une pièce de la bonne couleur, de la bonne forme. C'est exactement, paf, on va faire ça exactement de la même manière. C'est ça l'objectif. Après, ce qu'on peut faire, c'est trouver des médicaments. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi, et on l'a vu avec l'exemple de cet enfant, mélanger la thérapie génique et la thérapie cellulaire en essayant de corriger une mutation et grâce aux cellules souches de pouvoir produire le tissu qu'il faut pour le soigner. D'accord. Est-ce que tu peux définir quand même pour les gens du coup ce qu'est une thérapie génique, ce qu'est une thérapie cellulaire? Alors, quand on parle de maladie génétique, l'objectif, c'est d'être le plus proche de la mutation pour le soigner. Les mutations génétiques, c'est ce qui fait que dans notre ADN, imaginez l'ADN comme une symphonie. On a eu une musicienne tout à l'heure. Il y a des notes de musique. Parfois, il y a une fausse note dans cette partition. Et chez vous, chez moi, ça se traduit par pas grand-chose. Chez une personne qui a une maladie génétique, ça peut se traduire par un muscle qui ne fonctionne pas bien ou un vieillissement accéléré. Donc l'objectif, c'est, lorsqu'on le peut, de faire de la thérapie génique, c'est-à-dire de corriger... tu changes les gènes. On change le gène chez les gens pour essayer de les soigner. Et donc ça, c'est ce qu'on est capable de faire. Mais tu sais, ça existe déjà depuis longtemps. C'est ce qui a, par exemple, soigné les bébés bulles. C'est-à-dire? Tu sais, c'est ces enfants qui vivaient dans une bulle stérile parce qu'ils n'avaient pas de système immunitaire. C'est les premiers enfants qui ont été traités par thérapie génique. C'était dans les années 2000 et on les a guéris. C'est des enfants qui aujourd'hui ont une vie normale, ont un système immunitaire normal parce qu'on les a soignés par thérapie génique. Donc aujourd'hui, on peut changer les gènes chez les gens pour les guérir? Alors, on peut changer les gènes ou on peut rajouter une version normale du gène. On peut modifier l'ADN de quelqu'un pour essayer de le soigner. C'est ça la thérapie génique. Et ça, au Généthon, le laboratoire du Téléthon, ils ont réussi à soigner un grand nombre de maladies génétiques. Et on est encore en train d'essayer d'en soigner encore plus. Donc ça, c'est la thérapie génique. On va essayer de soigner les gènes. Mais il y a des fois, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la maladie de Parkinson, du syndrome de Parkinson. Si les neurones ne sont plus là, on ne peut plus les soigner. Tu sais, Parkinson, c'est les gens qui tremblotent. On dirait qu'ils font du Smurf un peu en permanence. Et comme les cellules ne sont plus là, il faut les remplacer. Et là, c'est le Lego dont je te parlais, on va essayer de remplacer ces cellules-là. Et là, c'est ce qu'on appelle de la thérapie cellulaire. On va essayer de soigner au niveau de la cellule. D'accord, donc thérapie cellulaire, on soigne les cellules, thérapie génique, on soigne les gènes, c'est ça? C'est ça. Et tout ça grâce aux cellules souches. Si je te suis bien, du coup, les cellules souches, c'est quand même une grosse source d'espoir pour de nombreuses personnes atteintes de différentes maladies, cellulaires ou génétiques, on en parlait tout à l'heure. C'est pas pour rien, du coup, que le Téléthon finance non seulement les expériences que tu mènes, Xavier, mais bien plus encore, et on en parlera après. Parce qu'avant ça, je voulais quand même qu'on parle d'un sujet qui me touchait. J'ai vu un truc assez marrant sur Instagram, et du coup, ça va être le moment où on va parler de l'incarnation féminine du glamour et de l'élégance.
Ce qui paraît, en fait, Kim Kardashian elle s'est fait poser du sang avec des cellules souches sur le visage. Ouais, c'est ça, comme vous pouvez le voir là, en fait, la jolie Kimberly Kardashian-West a le visage badigeonné de sang. Et il se trouve que ça, elle l'a pas fait pour rien, elle l'a fait parce qu'elle pensait qu'elle allait rajeunir en se mettant des cellules souches plein la face. Ce qui paraît, en fait, et j'avais noté, Kim Kardashian, elle reste belle et jeune grâce aux cellules souches. Est-ce que c'est vrai, ça? Bah, justement, tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elle est allée dans une clinique pour qu'on lui fasse un masque de sang qui était soi-disant rempli de cellules souches. Alors ma question, Xavier, elle est assez simple. Est-ce que se badigeonner la face de cellules souches, ça permet de rajeunir? Pas du tout. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais tout ce marketing qu'on voit avec les cellules souches qui permettrait de soigner ceci ou cela, en dehors de ce qui est fait dans le cadre d'essais cliniques parfaitement contrôlés, réglementés, dans des laboratoires et des hôpitaux spécialisés, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc très clairement, hein, la petite Kim elle s'est prise une grosse disquette parce qu'elle n'est pas assez prudente. Ce qu'il faut savoir, c'est que des cliniques qui proposent ce type de service foireux, il y en a de plus en plus en fait. Ils proposent de guérir tout et n'importe quoi. Si par exemple vous regardez sur cette image, et ben là c'est une clinique qui promet tout simplement de devenir meilleur en sport grâce aux cellules souches. Ça, si je ne me trompe pas, ça devait être aux États-Unis. Si on regarde l'image suivante, là en fait ça c'est en Inde et là c'est pareil, c'est la thérapie par cellules souches pour avoir des cheveux. S'il y en a certains parmi vous qui souffrent de calvitie, méfiez-vous de ce genre de délire. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le marketing mensonger il peut aller encore plus loin puisque si on regarde cette image, là on peut voir que carrément ils promettent de guérir l'autisme à travers les cellules souches. Justement, t'en parlais à l'instant, il y a quand même des cas où c'est plus ou moins dangereux. Là on voit qu'avec l'autisme on commence à parler quand même de sujets qui sont assez sur lesquels il faut être précautionneux. Est-ce que tu peux nous parler de ce cas aux États-Unis, justement, avec les fameuses greffes de cellules de l'œil? Bon, les gens, dans ces pseudo-cliniques, ce qu'ils proposent, c'est d'utiliser des cellules souches adultes, c'est-à-dire des cellules souches qu'on peut trouver n'importe où. Et leur grand délire du moment, c'est de se dire que dans le tissu adipeux, on aurait des cellules souches qui permettraient de régénérer un certain nombre de choses. Et justement, ce qui s'est passé dans cette clinique, c'est du grand n'importe quoi. C'est des personnes qui se sont fait injecter des cellules qui venaient de leur gras dans l'œil. Évidemment, ils ont perdu la vue. Mais, et vous vous rendez compte que ce genre de choses, ça peut être dramatique. Et c'est surtout des gens qui vivent une détresse parce que c'est des gens qui sont en souffrance et qui vont être encore plus malades. Et en plus de ça, qui vont se faire dépouiller de quelques dizaines de milliers d'euros parce que tout ça, c'est extrêmement cher. Et donc, c'est effectivement une vaste escroquerie. Ce qui ne veut pas dire qu'on met toutes les cellules souches dans le même sac. Là, c'est des gens qui font n'importe quoi. Et justement, c'est ça qui est assez hallucinant. Là, vous allez pouvoir voir sur cette carte le nombre de cliniques suspectes aux États-Unis. Et c'est assez impressionnant quand même. Donc ma question, elle est hyper simple. Est-ce qu'on a des cliniques foireuses comme ça chez nous en France? Non. Parce qu'en France, la réglementation sur les cellules souches fait qu'on ne peut pas encore faire n'importe quoi. Et tout ça, c'est parfaitement contrôlé par l'État au travers d'une agence qui s'appelle l'Agence de biomédecine qui contrôle tout ce processus. D'accord, mais le problème, c'est que je sais qu'il y a ce type de clinique-là en Suisse, en Espagne, et qu'il y a carrément un nouveau type de tourisme qui s'est lancé au niveau mondial, suffisamment pour que les scientifiques eux-mêmes, comme Xavier, décident de se pencher sur le sujet. Ils ont carrément publié des articles scientifiques pour montrer à toute la communauté que c'était en train de clairement partir en live. Pour faire simple, on a vu en tout cas qu'en Suisse, par exemple, ça opérait soit dans des cliniques plus ou moins foireuses, soit carrément totalement à l'arrache dans des hôtels. Moralité, il faut toujours se méfier des ASKIP. Moralité, surtout, en gros, je peux dire Kim Kardashian, le visage en sang, elle perd sa street cred. Dis-le, s'il te plaît, gros. Street cred. Merci, gros. Et puis c'est son argent surtout en fait, parce que finalement ça sert à rien. Tout à fait. Ça peut être dangereux. Mais ça sert complètement à rien parce qu'en plus de ça, le principe, la fonction de notre épiderme, c'est d'empêcher justement les choses de rentrer. Et à partir du moment où on se badigeonne quelque chose sur la peau, et en particulier des cellules, il n'y a aucune chance que ça puisse régénérer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais du coup, on se demande quand même comment tout ça est possible. Il y a un premier problème, on se doute bien, c'est le marketing direct. Le fait de pouvoir faire de la pub directement sur Internet, ça fait qu'on vous parle à vous directement, qui n'avez pas forcément les connaissances pour juger le truc. Mais est-ce qu'il y a quand même des lois qui régulent, qui encadrent les thérapies sur les cellules souches? Alors, c'est parfaitement contrôlé, parfaitement régulé. En France? En France, par la loi de bioéthique qui permet de travailler sur ces cellules souches, qui permet de contrôler l'utilisation qu'on fait de ces cellules souches. Et on ne peut évidemment pas faire n'importe quoi. Après, il y a d'autres pays. Mais au niveau mondial, ouais. Au niveau mondial, alors évidemment,
il y a un consortium international qui s'appelle l'ISSCR, c'est le consortium international sur les cellules souches, qui a publié un article pour faire la distinction entre le travail sérieux qui est fait dans les laboratoires de recherche sur les cellules souches et ne pas faire l'amalgame avec ces cliniques privées qui font n'importe quoi. Et la réglementation, aujourd'hui, elle n'est pas au niveau mondial. Ce consortium qui réunit les plus grands chercheurs à travers le monde sur les cellules souches, il propose des choses et après, c'est au pays de s'en inspirer. D'accord, ok. Alors mon petit JB, ça t'évoque quoi toute cette partie? On a parlé de thérapies qui peuvent faire rêver quand c'est vraiment du fond scientifique et qui peuvent faire flipper quand on voit la face de Kim Kardashian. Bah ouais, effectivement, ça peut faire flipper, surtout qu'il y a des gens qui se font avoir. Après, j'avais une petite question, parce que là, on parlait justement de ce que font les États, les lois, etc., pour éviter ce genre de dérive. Mais concrètement, toi, en tant que chercheur, parce que forcément, un jour, ça va vite, ça va fonctionner. Donc il y aura un lobby là-dessus, on est d'accord? Forcément, ça peut rapporter de l'argent. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec le Roundup, là, qui vient d'être prolongé de 5 ans au niveau européen. Ouais. Avec le glyphosate, si je ne me trompe pas aussi, ce genre de choses. Et concrètement, qu'est-ce que toi et tes copains chercheurs, vous pouvez faire pour essayer de faire soit de la pédagogie auprès des gens, pour leur expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et plus généralement, comment amener un sujet peut-être de moralité là-dessus, pour encadrer ces nouvelles technologies et ces avancées scientifiques. Pour faire très simple, comment éviter que ça parte en couille? Merci. C'est très simple, effectivement, posé comme ça. L'objectif, déjà, c'est qu'on arrive nous-mêmes à nous organiser, nous, les scientifiques français qui travaillons sur ce sujet, et on l'est déjà. On a créé, par exemple, une société française des cellules souches qui nous permet déjà de discuter entre nous, et pas que entre scientifiques, mais aussi avec des personnes spécialisées dans les questions éthiques, des personnes spécialisées dans les questions du droit, pour essayer déjà de réfléchir à ce genre de choses. Ensuite, il faut évidemment qu'on communique au grand public. Et ça, c'est notamment la raison aussi pour laquelle je suis ici avec toi. C'est parce qu'il faut expliquer aux gens que ce qu'on fait, ça peut fonctionner, ça peut sauver la vie des gens, mais qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Alors, on essaye aussi de parler, effectivement, on essaye de faire nous-mêmes un travail de lobbying pour essayer d'expliquer aux hommes politiques qu'il faut qu'ils prennent la question en main également, parce qu'on sera beaucoup plus confortable avec un cadre qui nous permet de travailler et qui évite de faire certaines choses. Parce que tu sais, ce qui se passe, c'est que ce qu'on développe dans nos laboratoires, tu ne pourras jamais empêcher dans certains pays, certaines personnes d'en faire n'importe quoi. C'est ce qu'on a vu là. Et c'est ce qu'on a vu là. Et ça peut même aller encore plus loin. Lorsque, par exemple, tu sais, dans les premières années après la découverte des cellules souches embryonnaires humaines, les gens s'excitaient un peu parce qu'on parlait de clonage thérapeutique, de clonage reproductif. Et évidemment qu'on n'a jamais pensé à faire du clonage de personnes. Le mot était mal adapté, si tu veux. Et c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise le terme de cellules souches, parce que cellules souches, ça fait rêver et ça fait flipper aussi, quoi. Donc on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Merci, c'est chouette de ta part d'avoir un peu cadré le truc. Peut-être qu'il y a des questions du coup dans le public. C'était pour savoir si c'était utilisé dans le cadre des cancers. Les cellules souches, non. C'est compliqué. Non. Alors, en fait, les cancers, généralement, sont dus à des mutations génétiques à cause de la vie, de la pollution, du tabac, de ce que tu veux. Ça va faire que, à un moment donné, tes cellules vont se mettre à hyper proliférer, à se multiplier anarchiquement. Et ça ne peut pas soigner avec les cellules souches parce que les cellules souches vont réparer quelque chose. Là, c'est des cellules qui vont se multiplier et c'est pas cette stratégie-là. Par exemple, moi, j'ai une maladie génétique, un kératocone, et je voulais savoir si, on m'explique que c'est une maladie génétique, donc je me demande si avec les cellules souches, dans le futur, ce sera possible de guérir ce type d'affection. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à ta question simplement. Si tu veux, les essais cliniques, on en est encore à l'étape des essais cliniques. Dans le monde entier, il n'y a pas un laboratoire au monde qui a fini ses essais cliniques. Donc pour l'instant, personne n'a pu encore dire « ça marche ». Mais personne n'a encore dit « ça ne marche pas ». On en est encore à l'étape d'évaluation. Le tout premier essai clinique, c'était il y a quelques années que ça a commencé, c'était aux États-Unis, en Angleterre, au Japon. Là, on a à peine terminé les essais cliniques dans ces pays-là. Nous, on commence tout juste en France. Je pourrais répondre à ta question dans 4-5 ans. C'est un peu long, non? Malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le temps des patients et le temps des chercheurs, ce n'est pas le même. Et nous, chercheurs, on essaye de faire les choses le plus rapidement possible, mais on ne peut pas aller trop vite. On ne peut pas aller plus vite que la musique parce que si on allait trop vite, on ferait des erreurs
Et ces erreurs, bah, les patients, vous les payerez cash, quoi. Donc il faut qu'on prenne notre temps, malheureusement, pour essayer de faire les choses calmement, mais sûrement. Alors moi, c'est plus pour sur l'après. C'est-à-dire, une fois qu'en fait, on a implanté les cellules souches, je sais pas comment on dit le verbe en tout cas qu'on utilise. Greffer, voilà. Parce que j'ai ma soeur qui est kiné en fait et qui fait justement, qui fait bouger les bras des patients par exemple qui ont une nouvelle peau, de nouvelles cellules souches, tout ça. C'est un peu savoir l'après, comment les corps intègrent, enfin les corps intègrent ce corps étranger finalement, enfin ces cellules souches nouvelles qui appartiennent pas au corps. Savoir voilà comment on réagit. Est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes aussi? Est-ce qu'en fonction des sexes il y a des différences? Et voilà, est-ce que ça diffère aussi par exemple au niveau si on le fait sur l'œil, si on le fait sur le bras? Toutes les questions que tu poses là sont des questions auxquelles nous on va chercher des réponses lorsqu'on va faire l'essai clinique. L'essai clinique va nous permettre de déterminer justement s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, si il y a besoin de traiter les patients par exemple avec un médicament qui va empêcher le rejet de cette peau, de savoir si cette peau va être acceptée, tolérée, tout ça. Est-ce que ça ne va pas entraîner un problème plus supérieur au patient? Donc tout ça, c'est l'objectif d'un essai clinique. Et une fois qu'on a fait cet essai clinique, normalement, celui qui consiste à greffer de la peau, on devrait le commencer l'année prochaine. L'essai clinique qui va consister à réparer la rétine des patients qui sont atteints d'un problème de la vision, il va commencer là en début d'année. Donc une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions, on saura si y a des conséquences après la greffe. Donc là, on est encore au début de l'histoire des cellules souches, ou en tout cas, on est au moment un peu excitant où c'est là qu'on va savoir ce qui se passe, qui marche pas, quoi. Si tu veux, on en est à l'étape où ça commence à sortir des mains des chercheurs. On a trouvé des choses. Et maintenant, on est en train de donner ça à des médecins qui vont nous dire si ça fonctionne. Bah du coup, je pense qu'on va pouvoir faire peut-être une petite pause un peu musicale. Ouais, je pense une petite pause musicale, ça peut faire du bien. Ouais, allez, Tim et Fred. I used to say
Merci beaucoup Tim et Fred, on vous retrouvera d'ici peu pour clore notre Rhythm & Science volume 3, spécial cellules souches et téléthon. Et justement, j'ai une question quand même, c'est la progéria, ça touche combien de personnes en France et dans le monde? Alors la progéria, c'est une maladie qui est très très rare, ça touche une personne sur 20 millions. Donc en France, il y a 3 enfants qui sont atteints de cette maladie génétique. Dans le monde, il y en a à peu près 150. D'accord, donc du coup, c'est une maladie super rare. Certains posent la question de l'utilité de la recherche sur les maladies orphelines. Pardon, il y a tellement peu de monde qui pose la question de leur utilité. Qu'est-ce que tu as à leur répondre? Déjà, moi, j'ai à leur répondre que je suis très très content et très fier de travailler pour une association qui ne va pas compter le nombre de malades pour essayer de les soigner. Ensuite, il faut laisser personne sur le bord du chemin et c'est quelque chose d'aussi très important et je suis fier d'être français parce qu'en France, on finance une recherche sur des maladies qui touchent que 3 enfants et qu'on essaye de leur trouver un traitement. Alors après, une fois que je t'ai dit ça, il y a aussi un autre argument que je leur réponds. Je leur réponds, lorsqu'on travaille sur une maladie génétique qui touche que 3 enfants en France, mais qui entraîne un vieillissement accéléré et qu'on trouve un médicament qui ralentit ce vieillissement ou qui leur permet d'avoir un vieillissement moins douloureux, quelque part, on peut aussi soigner le vieillissement normal et on peut aussi apporter des traitements qui vont permettre au plus grand nombre. Donc en réalité, ça sert à tout le monde. Ouais. Et tu vois, par exemple, le médicament qu'on a trouvé sur la progéria, on s'est aussi rendu compte que ça permettait d'améliorer certains cancers. On n'est pas du tout sur une maladie génétique très rare. Et c'est uniquement parce qu'on a travaillé sur cette maladie-là, la progéria, qu'on a découvert ce composé qui était capable d'avoir un effet sur certaines cellules cancéreuses. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle les dons qui sont faits au Téléthon, au final, sont indispensables. Est-ce que toi, tu pourrais mener tes recherches sans l'aide du 3637 ? Non, clairement. La plupart des machines que vous avez vues là, ils n'ont pas été payées parce qu'on a trouvé de l'argent par terre ou parce qu'on a récupéré cet argent de contrat avec des industriels. Ces machines-là, elles ont été achetées uniquement grâce aux dons du Téléthon. Et tout le travail qu'on mène au laboratoire, on ne pourrait pas le mener sans cet argent parce que notre budget, il est de plusieurs millions d'euros. Et sans cet argent, simplement, on ne pourrait pas mener nos travaux de recherche. Carrément, rien qu'en 2016, je crois que c'est 73 millions d'euros qui ont été investis par le Téléthon dans la recherche scientifique. Et ça concernait en tout 26 maladies orphelines. Tant qu'on est en train de parler d'argent, je voudrais juste te dire que, tu sais, les essais cliniques, lorsqu'on essaye de valider un médicament et de voir si ça marche, chez l'homme, ouais. Ça coûte encore plus cher que le fait de découvrir ce médicament. Et un essai clinique, ça va coûter des millions aussi. D'accord. Et lorsque on recherche un traitement pour soigner des malades, qu'on le trouve, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir leur appliquer et leur donner. Et ça, c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher parce que manque de peau. Et j'ai envie de te dire, on trouve de plus en plus de choses. Donc l'AFM doit supporter de plus en plus d'essais cliniques et doit nous permettre de travailler encore plus. Et ça coûte de plus en plus cher. Donc effectivement, le Téléthon, ça permet de financer tout ce travail-là. Et sans le Téléthon, on n'y arriverait pas. D'autant plus que ça fait bientôt 30 ans que l'AFM, l'association qui organise le Téléthon, investit massivement dans la recherche médicale. On l'a vu, je crois savoir que toi, par exemple, le bâtiment de ton laboratoire, vraiment ton laboratoire a été financé, la construction a été financée par le Téléthon, en partie par le Téléthon en tout cas. Et tout à fait. En fait, il n'y a pas que le nôtre. Par exemple, le laboratoire Généthon, le bâtiment aussi du Généthon. Le Généthon, c'est un institut de recherche qui est encore plus grand que le nôtre, qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros au Téléthon et qui permet de développer la thérapie génique. Mais il n'y a pas que nous. Le Téléthon finance aussi des laboratoires de recherche partout en France. Il y a, je crois, 200 ou 300 programmes de recherche qui sont financés dans d'autres laboratoires. Il n'y a pas que dans les laboratoires du Téléthon. Est-ce que tu pourrais nous donner justement quelques grosses découvertes impactantes qu'ont permis ces financements par le Téléthon ? Parce qu'il y a peut-être un problème de visibilité. Nous, des fois, on a du mal, quand on est extérieur à tout ça, à voir exactement où va l'argent du Téléthon et à quoi il sert dans la recherche. Par exemple, les bébés bulles dont je t'ai parlé. Ouais. C'est une découverte, un travail qui a été fait qui a été financé en partie par le Téléthon. Le décryptage du génome humain. Le décryptage du génome humain. Pour pouvoir traiter une maladie génétique, il fallait encore comprendre quels étaient les gènes qui pouvaient être la cause de leur maladie. Si on ne comprenait pas le point de départ de cette histoire, on n'avait aucune chance de traiter. Le décryptage du génome humain, ça a été fait par le Généthon, ça a été une première mondiale et ça a été délivré gratuitement de manière symbolique à l'UNESCO par l'État français. Donc tu vois, on a découvert quelque chose et pour que ça puisse servir au plus grand nombre, on l'a donné
à la communauté internationale. Mais pareil, quand je suis venu visiter ton laboratoire, donc ISTEM, j'ai vu que juste à côté, il y avait un tout nouveau bâtiment qui a été construit, encore une fois, en partie grâce au ton du Téléthon. Ce bâtiment, il s'appelle Hyposkesi. C'est une sorte de mini-usine, si j'ai bien tout capté. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous produisez dans cette usine? Alors, Hyposkesi, l'objectif de cette... Hyposkesi, déjà, ça veut dire promesse en grec. L'objectif de cette usine qui a été construite avec les dons du Téléthon et l'aide de l'État, c'est de produire en quantité industrielle les produits de thérapie génique et les produits de thérapie cellulaire. Tout ce qui va permettre de soigner les gens. Mais non pas à l'échelle du laboratoire avec nos petites mains, ni même avec les robots qu'on a pu voir dans la vidéo, mais avec des technologies encore plus perfectionnées qui vont permettre de produire à des niveaux industriels, comme des boîtes de conserve, si tu veux. Donc en gros, vous remplacez en quelque sorte les grosses boîtes pharmaceutiques mondiales, tous ceux qui ont l'habitude de produire des médocs, et bien là, vous vous placez à côté avec ce nouveau bâtiment. Tu viens de le dire, elles ont l'habitude de produire des médicaments, mais elles ne savent pas produire ce que nous, on produit. Elles ne savent pas produire les virus qui vont permettre la thérapie génique. Elles ne savent pas produire les cellules souches qui vont permettre la thérapie cellulaire. Et donc là, il faut que nous créions ces usines pour pouvoir le faire. Et l'AFM, le Téléthon, a investi plusieurs dizaines de millions d'euros pour créer cette usine et qui est aujourd'hui déjà en fonctionnement. Bah, je vais poser un peu la question du diable, mais est-ce que le Téléthon a fait ça juste pour pouvoir vendre des médicaments hyper chers et puis derrière ça, tac, récupérer l'argent et pactole, quoi? C'est justement le contraire. Parce que l'industrie pharmaceutique, eux, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Donc évidemment que si c'était l'industrie pharmaceutique qui produisait ces produits de thérapie cellulaire, eh ben, tu peux être certain que ça coûterait des centaines de milliers d'euros pour avoir une greffe de peau. Et l'objectif justement de maîtriser nous-mêmes la production par une entreprise qui est financée et dirigée par des gens du Téléthon, c'est de pouvoir s'assurer que ce ne sera pas le cas, que ce sera vendu à prix coûtant pour justement éviter que on ne fasse... C'est un peu la double peine. Les Français ont financé nos travaux de recherche et au travers de la sécurité sociale qui rembourserait les médicaments, on mettrait un deuxième coup et on leur ferait payer... au travers de leurs impôts, c'est le remboursement à plusieurs centaines de milliers d'euros d'une injection ou d'un produit de thérapie cellulaire. Et bien justement, en maîtrisant nous-mêmes la production, on s'assurera que ce ne sera pas le cas. Donc si je comprends bien, quand on donne de l'argent au Téléthon, d'un point de vue recherche scientifique, il y a non seulement la construction de bâtiments, l'achat de matériel pour pouvoir faire des recherches. Derrière ça, il y a le financement de recherche qui permet peut-être de faire des découvertes. Derrière ça, il y a le test de ces découvertes pour faire les essais cliniques dont on parlait depuis le début, faire les expériences chez l'homme. Et la dernière pierre à l'édifice, c'est du coup de pouvoir produire vous-même ces médicaments. Donc si je comprends bien, quand on file de l'argent au Téléthon, on a le début et la fin de la chaîne. On a toute la chaîne de production du coup qui est dans la main des chercheurs publics. Et on a même mieux, puisque tu as toute une partie du financement du Téléthon qui va servir à aider les malades directement. Donc tu vois, depuis la découverte jusqu'au traitement, en allant jusqu'aux malades, tout est financé par le Téléthon. Mais c'est sublime ça, JB. Ça t'inspire quoi du coup, ce financement un peu original, ce financement public basé sur des dons de mecs comme toi et moi, quoi? Eh bien effectivement, en fait, le Téléthon, tout le monde est censé plus ou moins le savoir depuis le temps que ça existe, c'est des gens qui appellent au téléphone le fameux numéro 3637 et qui font une promesse de don. Alors la question que certains peuvent se poser effectivement, et je vais te la poser Xavier, et c'est là où je vais te titiller un petit peu peut-être, ça pose aussi peut-être la question de l'engagement ou du désengagement de l'État dans la recherche. Qu'est-ce que toi t'en penses et qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Alors déjà, je voudrais dire que l'État n'est pas désengagé parce que l'État, tu vois, par exemple, la moitié des personnes qui travaillent dans notre laboratoire sont salariés de la fonction publique. Donc quelque part, il y a un financement en nature de nos travaux de recherche. Alors ce n'est pas de l'argent sonnant et trébuchant, ça ne nous permet pas d'acheter des produits, mais tu as à peu près 40 personnes qui vont être payées par l'État pour pouvoir travailler sur nos programmes de recherche. Alors ensuite, là où tu as un peu raison, c'est que sur notre budget, il y a 95% de notre budget qui va être donné par le Téléthon et puis le reste par l'État. Donc, mais alors, ce que tu me dis, c'est pourquoi est-ce que l'État ne finance pas plus nos travaux de recherche? Alors, c'est une question en fait. C'est juste qu'effectivement, en ce qui concerne le Téléthon, tous les ans, il y a effectivement des personnes qui se posent des questions sur le Téléthon, son fonctionnement. Non pas dans le sens où va l'argent, mais plutôt pourquoi est-ce qu'on fait appel à des particuliers? Pourquoi on fait appel à des gens comme toi, comme moi, pour financer la recherche, alors qu'à côté, effectivement, il y a... Je vais te répondre simplement, c'est pour que ça aille plus vite. Okay. On pourrait travailler à une échelle de laboratoire normale pour essayer de faire avancer nos travaux de recherche. Mais si on n'avait pas l'argent du Téléthon, on irait vraiment beaucoup plus lentement.
la force de frappe qu'on a aujourd'hui dans notre laboratoire, c'est vraiment parce que l'AFM sert de catalyseur. Il nous injecte suffisamment d'argent pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pour embaucher plus de personnes, pour acheter des robots, pour acheter des réactifs, des produits. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, le temps des malades, c'est pas le même que celui des chercheurs. Mais c'est ça. Et tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure d'une maladie qui fait que les patients vieillissent trop vite. Bah, tu sais, quand tu te retrouves devant des patients ou devant des parents de patients et qui, eux, attendent un traitement, bah, un an, c'est beaucoup. Un an, c'est, chez par exemple ces patients atteints de progéria, ça peut entraîner des problèmes beaucoup plus importants. Donc il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Et le seul moyen que l'AFM a trouvé pour que ça aille plus vite, c'est de donner plus d'argent à ces laboratoires qui sont financés par le Téléthon. Eh ben, j'ai eu ma réponse, je crois. Maintenant, je vais me retourner vers le public, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions? Quels sont les domaines d'application? Bah, il y en a plein. J'ai envie de te dire, ça dépend simplement de l'imagination des chercheurs qui vont les utiliser. On va pouvoir aujourd'hui, on a pratiquement 40 essais cliniques qui sont financés par le Téléthon. Donc, il y a des maladies qui vont toucher la rétine, il y a des maladies qui touchent la peau, il y a des maladies qui entraînent un vieillissement accéléré qui sont en train d'être soignées. Donc, il y a comme ça une quarantaine de maladies génétiques qu'on est en train d'essayer de soigner. Diabétologie, cardiologie? En termes de cardiologie, je parlais tout à l'heure de ce qu'a fait le professeur Ménaché à l'hôpital Georges Pompidou. Il a réussi à soigner des gens qui avaient fait une crise cardiaque en greffant des cellules souches transformées en cellules cardiaques à l'intérieur du cœur de 2 personnes qui avaient eu un infarctus. Donc en termes de cardiologie, tu vois, typiquement, c'est un exemple. Je vais quitter le bar. Ouais, je vais quitter le bar. À regret, peut-être un peu, mais je vais quitter le bar. Je vais inviter, du coup, nos 2 petits camarades, musiciens et musiciennes, à nous rejoindre ici. Et on peut les réapplaudir. Hey, sister, soul, sister. Hey, sister, soul, sister, flow, sister, cause. Et même marmelade dans un Moulin Rouge. Strutting the stuff on the street. She say, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, yeah, yeah, da, da. Gitchy, yeah, yeah, here. Mocha chocolate, yeah, yeah. Creole lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Inside in a boudoir, she freshen up. Boy, drink all that Magnolia wine on her black satin sheets. West side of freaky. Gitchy, yeah, yeah, da, da. Gitchy, yeah, yeah, here. Yeah, mocha chocolate, yeah, yeah. Creole lady marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? He come through with the money in the garden beds. I let him know about that cake straight up the gate. Independent woman, some mistakes for hoes and say, what's been mine? When I can spend yours, disagree without you. And I'm sorry, I'ma keep playing cats out. For bad ass chicks in the Moulin Rouge. Hey, sister, go, sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case. The meaning of expensive taste. You wanna gitchy, yeah, yeah. Mocha chocolate. Creole